Tu sais ce qui est vraiment fascinant avec les pensées négatives. Ce n'est pas leur présence qui te détruit, c'est que tu crois chaque mot qu'elles disent. Pense à la dernière fois où tu t'es dit « je ne suis pas assez bien » ou « ça va encore mal se passer » ou encore « les gens vont me juger ». Tu ne t'es pas arrêté pour vérifier si c'était vrai, tu as juste cru, automatiquement, sans résistance. Et c'est exactement là que tout commence à déraper. Parce que le problème, ce n'est pas la pensée elle-même, ce n'est pas non plus l'émotion qu'elle provoque. Le vrai problème, c'est que ton cerveau te parle et que tu lui obéis chaque fois, sans jamais remettre en question ce qu'il raconte. Tu peux faire du sport tous les matins, manger sainement, écouter des heures de contenu de développement personnel. Mais si personne ne t'a jamais appris à gérer ce qui se passe ici ou dans ta tête, rien ne changera vraiment. Parce que ta vie, au fond, c'est ton cerveau qui la raconte. Et si ce narrateur intérieur est hostile, tout devient hostile. Alors voilà ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Je ne vais pas te donner des affirmations positives à répéter devant ton miroir. Je ne vais pas te demander de penser positif. Ce que je vais te donner, c'est quelque chose de beaucoup plus solide. Des mécanismes concrets, issus de la neurologie et de la psychologie, pour reprendre le contrôle de ton mental dès aujourd'hui. Reste avec moi. Ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes pourrait changer ta façon de te parler à toi-même. Pour toujours. Bien. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire exactement ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Parce que ton temps est précieux. Et je veux que tu saches dès maintenant pourquoi ça vaut la peine de rester jusqu'au bout. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 3 choses essentielles que la grande majorité des gens ignorent sur les pensées négatives. La première chose, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau produit naturellement plus de pensées négatives que positives. Et je vais te montrer que ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est même pas quelque chose qui cloche chez toi. C'est une fonction biologique, une mécanique héritée de des millénaires d'évolution. Une fois que tu comprends ça, ton rapport à toi-même change radicalement. La deuxième chose, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes et immédiatement applicables pour neutraliser tes pensées négatives, sans les réprimer, sans te battre contre elles, sans faire semblant qu'elles n'existent pas. Des outils validés par la recherche en psychologie que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne, dès ce soir si tu le veux. Et la troisième chose, celle qui va probablement te surprendre le plus. Tu vas comprendre pourquoi vouloir supprimer tes pensées négatives est précisément ce qui les rend plus puissantes. C'est un paradoxe que très peu de gens connaissent, et pourtant, il change tout dans la façon d'aborder son mental. Alors, voilà ce que je te propose. Investis ces 30 minutes avec moi. Pas passivement, activement. Écoute, observe et pense à ta propre expérience à mesure qu'on avance. Parce que la vraie transformation ne commence pas quand tu regardes une vidéo. Elle commence quand tu reconnais quelque chose de vrai dans ce que tu entends. Et justement, parlons de toi. Parlons de ce que tu vis, peut-être en ce moment même. Laisse-moi te décrire une scène très ordinaire. Et dis-moi si elle te parle. C'est le matin, tu ouvres les yeux. Pendant quelques secondes, juste quelques secondes, tout va bien. Tu es là, dans ce demi-sommeil agréable, avant que le monde ne reprenne ses droits. Et puis ça commence. Une pensée arrive. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas invité. Elle est juste là, posée au milieu de ton esprit, comme si elle t'attendait. Et si je n'étais pas à la hauteur aujourd'hui? Et si cette conversation d'hier avait mal tourné à cause de moi? Et si cette douleur que je ressens depuis quelques jours était quelque chose de grave? Alors tu fais ce que tout le monde fait. Tu essaies de raisonner. Tu te dis « Arrête, c'est ridicule ». Tu te fais des films. Tu tentes de chasser la pensée, de passer à autre chose, de te concentrer sur ta journée. Mais la pensée revient, légèrement différente, un peu plus insistante, comme si ta résistance lui avait donné de l'énergie. Alors tu te lèves, tu prends ton téléphone. Presque par réflexe, tu scrolles, tu regardes les nouvelles, les réseaux, n'importe quoi. Pas parce que tu en as vraiment envie, mais parce que le bruit extérieur étouffe momentanément le bruit intérieur. Ça marche pendant 1 heure, parfois moins. Et puis la journée avance, une réunion qui se passe mal, un silence de trop dans une conversation, un message sans réponse, et les pensées reprennent. Plus nourries,
cette fois, parce qu'elles ont trouvé des preuves. Ou du moins, ce qui ressemble à des preuves. Tu vois, je t'avais dit que ça allait mal se passer. Les gens ne t'apprécient pas vraiment. Tu n'es pas fait pour ça. Le soir venu, tu es épuisé. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu as pensé. De ce combat intérieur silencieux que personne autour de toi ne voit et que toi-même tu peines à expliquer. Tu fermes les yeux et tu espères que demain, ça ira mieux. Si tu t'es reconnu, même partiellement, dans ce que je viens de décrire, je veux que tu entendes quelque chose d'important. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un signe que tu vas mal. Ce n'est pas non plus une fatalité. C'est simplement ton cerveau qui fait ce pourquoi il a été programmé depuis des centaines de milliers d'années. Un cerveau qui surveille, qui anticipe, qui cherche les dangers, même là où il n'y en a pas. Le problème n'est pas dans ta tête. Le problème, c'est que personne ne t'a jamais appris à travailler avec ce cerveau, plutôt que contre lui. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Commençons par le commencement. Parce qu'avant de pouvoir changer quelque chose, il faut comprendre pourquoi ça existe. Et pour ça, il faut remonter très loin, beaucoup plus loin que ta propre histoire. Il y a environ 200 000 ans, tes ancêtres vivaient dans un environnement radicalement différent du nôtre. Pas de maison, pas de supermarché, pas de sécurité sociale. Chaque journée était une négociation avec la mort. Un prédateur dans les herbes, une plante toxique, un membre du groupe hostile. Le danger était partout, constant, réel. Dans cet environnement-là, le cerveau qui survivait n'était pas le cerveau le plus optimiste. C'était le cerveau le plus vigilant. Celui qui anticipait le pire. Celui qui, face à un bruit dans les buissons, pensait immédiatement « danger », même si 9 fois sur 10, ce n'était que le vent. Parce que voilà la logique implacable de l'évolution. Se tromper en croyant à un danger qui n'existe pas, ça coûte de l'énergie. Mais se tromper en ignorant un danger réel, ça coûte la vie. Alors le cerveau a choisi. Il a développé ce que les neuroscientifiques appellent le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est quoi exactement ? C'est la tendance naturelle et universelle du cerveau humain à accorder plus de poids, plus d'attention et plus de durée aux expériences négatives qu'aux expériences positives. Les recherches en neurosciences montrent que le cerveau traite une information négative avec une intensité 2 à 3 fois supérieure à une information positive équivalente. Concrètement, ça veut dire quoi dans ta vie quotidienne ? Ça veut dire que si 10 personnes te font un compliment aujourd'hui et qu'une seule te critique, c'est la critique que tu vas ruminer ce soir. Pas les 10 compliments, juste la critique. Ça veut dire qu'un échec s'imprime dans ta mémoire beaucoup plus profondément qu'un succès de même ampleur. Ça veut dire que ton cerveau, en ce moment même, est en train de scanner ton environnement physique, social, émotionnel, à la recherche de ce qui pourrait mal tourner. Et maintenant, la question essentielle. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de négatif ? Est-ce que c'est un défaut ? Non. Absolument pas. C'est une fonction de survie, parfaitement adaptée à la savane africaine il y a 200 000 ans. Beaucoup moins adaptée à ton open space, à tes réseaux sociaux ou à ta relation amoureuse. Mais une fonction, pas un dysfonctionnement. Et c'est là que quelque chose de fondamental entre en jeu. Quelque chose que j'ai envie que tu retiennes au-delà de tout le reste. Une pensée n'est pas un fait. Répète ça mentalement une fois. Une pensée n'est pas un fait. Une pensée, c'est une proposition. C'est une hypothèse que ton cerveau te soumet, basée sur ses expériences de passé, ses peurs, ses schémas. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. C'est une interprétation. Laisse-moi te donner un exemple très concret. Tu envoies un message à quelqu'un, un ami, un collègue, quelqu'un d'important pour toi. 1 heure passe, pas de réponse. 2 heures, toujours rien. Ton cerveau, fidèle à sa mission de détection des menaces, commence à générer des hypothèses. Il m'ignore. Je l'ai offensé sans le savoir. Il ne veut plus me parler. J'ai dû dire quelque chose de travers. Chacune de ces pensées se présente comme une évidence. Comme si ton cerveau avait accès à des informations que tu n'as pas. Comme s'il savait. Mais en réalité, il ne sait rien. Il improvise. Il comble un vide d'informations
avec ses peurs les plus accessibles. Et toi, tu subis le résultat de cette improvisation comme si c'était la réalité. La personne, elle, était peut-être en réunion. Peut-être que son téléphone était en mode silencieux. Peut-être qu'elle avait simplement autre chose à faire. Voilà donc la première compétence fondamentale que tu vas développer. Pas encore une technique, pas encore un outil, juste une capacité d'observation. Apprendre à reconnaître qu'une pensée est une pensée. Pas une vérité, pas un ordre, pas une prophétie, une proposition mentale parmi d'autres possibles. C'est une distinction qui paraît simple, presque trop simple, mais dans la pratique, elle change absolument tout. Parce qu'une fois que tu vois la pensée comme une pensée, et non comme la réalité, tu reprends une marge de manœuvre. Tu cesses d'être le personnage que ton cerveau décrit. Tu deviens l'observateur de ce personnage. Et c'est précisément depuis cette position d'observateur que les 3 techniques que je vais te montrer dans un instant deviennent possibles. Mais avant ça, prends un instant. Pense à une pensée négative récurrente dans ta vie, une que tu connais bien. Celle qui revient souvent dans les moments de doute ou de fatigue. Maintenant, pose-toi cette simple question. Est-ce un fait ou est-ce une interprétation? Garde cette question avec toi. On va maintenant entrer dans le cœur de la méthode. Maintenant que tu comprends d'où viennent les pensées négatives, on va passer à ce que tu es venu chercher. Les outils, les techniques concrètes. Celles qui fonctionnent, pas parce que je te le dis, mais parce qu'elles sont validées par des années de recherche en psychologie clinique et en neurosciences. 3 techniques, 3 niveaux d'intervention. Et ensemble, elles couvrent la quasi-totalité des situations dans lesquelles les pensées négatives prennent le dessus. La première technique s'appelle la diffusion cognitive. Elle vient d'une approche thérapeutique appelée l'ACT, l'Acceptance and Commitment Therapy, développée par le psychologue Stephen Hayes à la fin des années 1980. Et aujourd'hui, l'une des approches les mieux documentées au monde pour la gestion des pensées intrusives. L'idée centrale est la suivante. Dans ton fonctionnement habituel, quand une pensée négative arrive, tu fusionnes avec elle. Tu deviens la pensée. Tu n'as plus de distance. Tu n'es plus quelqu'un qui a la pensée. Tu es la pensée. Je suis nul. Je ne mérite pas d'être aimé. Je vais échouer. Ces phrases, quand tu les penses dans un moment de doute, ne se présentent pas comme des hypothèses. Elles se présentent comme des identités, comme des certitudes absolues sur qui tu es. La diffusion cognitive consiste à créer une distance entre toi et la pensée, à sortir de la fusion pour entrer dans l'observation. Et concrètement, comment tu fais? C'est d'une simplicité déconcertante. Mais ne te laisse pas tromper par cette simplicité. L'effet est puissant. Au lieu de penser « je suis nul », tu apprends à reformuler mentalement « j'ai la pensée que je suis nul ». Au lieu de « je vais échouer », tu te dis « mon cerveau me propose en ce moment la pensée que je vais échouer ». Tu vois ce qui se passe dans ce simple glissement de formulation. Tu passes de l'intérieur de la pensée à l'extérieur. Tu passes du personnage à l'observateur. Et depuis cette position d'observateur, la pensée perd automatiquement une partie de son emprise. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle ne te gouverne plus de la même façon. Il existe une variante encore plus puissante, proposée par Stephen Hayes lui-même. Quand une pensée négative forte arrive, ajoute mentalement cette phrase devant elle. « Mon cerveau me raconte l'histoire que... Mon cerveau me raconte l'histoire que je ne suis pas à la hauteur. Mon cerveau me raconte l'histoire que cette relation va mal se terminer. Mon cerveau me raconte l'histoire que je suis différent des autres et pas en bien. » Le mot « histoire » est crucial, parce qu'une histoire, par définition, est une construction, une narration, quelque chose qui a été écrit et qui aurait pu être écrit autrement. Exercice pratique. Dès aujourd'hui, dès ce soir, si une pensée négative se présente, utilise cette formule, juste une fois. Observe ce qui se passe dans ton corps, dans ton niveau d'activation émotionnelle. Remarque si quelque chose se détend, même légèrement, c'est tout. Pas besoin de faire plus pour commencer. La deuxième technique s'appelle l'ancrage sensoriel. Et pour comprendre pourquoi elle fonctionne, il faut comprendre ce qui se passe dans ton corps quand les pensées négatives s'emballent. Quand ton cerveau détecte une menace, réelle ou imaginaire,
Il déclenche une réponse physiologique. Ton système nerveux sympathique s'active. Le cortisol et l'adrénaline sont libérés. Ta respiration se raccourcit. Tes muscles se contractent légèrement. Ton cœur s'accélère. Ton corps entre en état d'alerte. Et dans cet état d'alerte, ton cerveau préfrontal, celui qui raisonne, qui relativise, qui prend du recul, perd en efficacité. Ce qui explique pourquoi, dans les moments de forte anxiété ou de rumination intense, tu ne peux pas simplement te dire « calme-toi » et que ça marche. La partie de ton cerveau qui pourrait t'aider est temporairement mise en veille. Alors que faire ? Sortir du mode pensée pour entrer dans le mode perception. Et le chemin le plus rapide pour y arriver, c'est de réengager tes sens, délibérément, consciemment. Voici l'exercice. Il dure moins de 2 minutes. Tu peux le faire n'importe où, dans les transports, dans les toilettes de ton bureau, dans ta voiture avant d'entrer chez toi. Premièrement, pose les 2 pieds à plat sur le sol, sans le contact, la pression, la texture, la température. Laisse ton poids descendre vers le bas. Ancre-toi physiquement dans l'espace où tu te trouves. Deuxièmement, nomme mentalement, ou à voix basse si tu peux, 5 choses que tu vois autour de toi. Pas n'importe comment, avec précision. La couleur exacte du mur, la forme de l'objet sur ton bureau, le mouvement d'une feuille dehors. L'effort de précision est intentionnel. Il force ton cerveau à sortir de son monde intérieur pour s'engager avec le monde extérieur. Troisièmement, prends 3 respirations lentes et conscientes. Inspire en comptant jusqu'à 4. Retiens 2 secondes. Expire en comptant jusqu'à 6. L'expiration plus longue que l'inspiration active le système nerveux parasympathique, celui du calme, de la récupération. Ce protocole simple fait 3 choses simultanément. Il interrompt le cycle de rumination. Il régule ton système nerveux. Et il te ramène au moment présent. Le seul endroit où les pensées négatives n'ont aucun pouvoir réel. Parce que dans le moment présent, il n'y a que ce qui est, pas ce qui pourrait être ou ce qui aurait pu être. Retiens cette phrase. Dans le moment présent, les pensées négatives n'ont rien à se mettre sous la dent. Elles se nourrissent du passé qu'elles ressassent et du futur qu'elles redoutent. Le présent les affame. La 3e technique demande un peu plus de temps et d'intentionnalité. Mais c'est aussi celle qui produit les transformations les plus durables. Je l'appelle le journal de questionnement. Et elle s'inspire directement des travaux du psychiatre Aaron Beck, le fondateur de la thérapie cognitive comportementale. L'idée est simple. Les pensées négatives récurrentes ne sont pas aléatoires. Elles suivent des schémas. Elles reviennent sur les mêmes thèmes, les mêmes peurs, les mêmes interprétations. Et ces schémas sont le reflet de croyances profondes sur toi-même, sur les autres, sur le monde, que tu as construites, souvent très tôt dans ta vie, et que tu n'as jamais vraiment remises en question. Le journal de questionnement, c'est l'outil qui te permet de commencer à examiner ces croyances à la lumière. Comment ça fonctionne ? Chaque soir, 5 minutes, pas plus, tu ouvres un carnet ou une application et tu notes la pensée négative qui t'a le plus affecté dans la journée. Juste une. La plus forte, la plus récurrente, celle qui a le plus occupé ton espace mental. Puis, tu lui poses vos 3 questions. Et tu réponds par écrit, pas dans ta tête, par écrit. Parce que l'acte d'écrire force une clarté et une distance que la pensée intérieure ne permet pas. Première question, est-ce que cette pensée est basée sur des faits concrets et vérifiables, ou sur une interprétation, une supposition, une peur ? Sois honnête, vraiment honnête. Quelles sont les preuves réelles qui soutiennent cette pensée ? Et quelles sont les preuves qui la contredisent, celles que ton cerveau a peut-être ignorées parce qu'elles ne correspondaient pas à sa narration ? Deuxième question, quelle est la pire chose réaliste qui pourrait arriver si cette pensée était vraie ? Et est-ce que je serais capable d'y faire face ? Cette question fait 2 choses importantes. Elle sort la peur de l'abstrait pour la rendre concrète. Et souvent, une fois concrétisée, elle est beaucoup moins terrifiante qu'elle ne l'était dans le flou. Et elle te rappelle quelque chose que l'anxiété te fait oublier. Tu as déjà traversé des choses plus difficiles. Tu as des ressources. Tu es plus capable que ta peur ne te le dit. 3e question. Si un ami proche me disait exactement cette pensée sur lui-même, qu'est-ce que je lui répondrais ? Celle-là est peut-être la plus puissante des 3, parce qu'elle révèle instantanément l'écart entre la façon dont tu te parles à toi-même
et la façon dont tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Dans la quasi-totalité des cas, tu ne dirais jamais à un ami ce que tu te dis à toi-même quotidiennement. Tu serais bienveillant, tu relativiserais, tu trouverais des mots d'encouragement. Alors pourquoi pas pour toi ? Ce journal n'est pas un exercice de pensée positive. Il ne s'agit pas de te convaincre que tout va bien quand tout ne va pas bien. Il s'agit de soumettre tes pensées négatives à un examen rigoureux et de constater, la plupart du temps, qu'elles ne résistent pas à cet examen. 3 techniques. La diffusion cognitive pour créer de la distance. L'ancrage sensoriel pour réguler ton corps. Le journal de questionnement pour démanteler les schémas profonds. Utilisées ensemble, elles couvrent les 3 dimensions du problème. La dimension mentale, la dimension physique et la dimension des croyances. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'essentiel dont on doit parler. Parce que beaucoup de personnes qui connaissent ces techniques continuent malgré tout à souffrir. Non pas parce que les outils ne fonctionnent pas, mais parce qu'elles commettent des erreurs précises qui sabotent tous leurs efforts. C'est ce qu'on va voir maintenant. Tu as maintenant les outils. Mais voilà ce que j'observe constamment chez les personnes qui cherchent à mieux gérer leurs pensées négatives. Elles apprennent les bonnes techniques, elles sont motivées, elles commencent. Et pourtant, quelques semaines plus tard, elles sont de retour au point de départ, frustrées, découragées, convaincues que ça ne fonctionne pas pour elles. Ce n'est pas un problème de méthode, c'est un problème d'erreurs invisibles, des pièges dans lesquels presque tout le monde tombe et que personne ne signale clairement. Voici les 3 plus importants. C'est l'erreur la plus universelle et aussi la plus logique en apparence. Une pensée négative arrive. Elle est douloureuse. Alors tu fais la seule chose qui semble sensée. Tu essaies de la chasser, de ne plus y penser, de la supprimer, et ça empire tout. En 1987, le psychologue Daniel Wegner a mené une expérience qui est depuis devenue célèbre dans le monde de la psychologie cognitive. Il a demandé à des participants de ne surtout pas penser à un ours blanc pendant 5 minutes. Résultat, les participants pensaient à l'ours blanc en moyenne plus d'1 fois par minute. Et quand on leur a ensuite dit qu'ils pouvaient y penser librement, l'ours blanc envahissait littéralement leurs pensées. Ce phénomène s'appelle l'effet rebond, ou encore l'ironie du contrôle mental. Voici pourquoi ça se produit. Quand tu te donnes l'instruction de ne pas penser à quelque chose, ton cerveau doit d'abord activer la représentation de ce quelque chose pour pouvoir la surveiller et la supprimer. Il crée un processus de monitoring automatique qui cherche en permanence la pensée interdite pour vérifier qu'elle n'est pas là. Et ce processus de surveillance, paradoxalement, maintient la pensée en surface. C'est comme essayer de garder une balle de plage sous l'eau. Plus tu pousses fort, plus elle remonte violemment dès que tu relâches. Alors que faire à la place ? Précisément l'inverse de ce que ton instinct te dit. Au lieu de supprimer, observer. Au lieu de combattre, accueillir. Pas accueillir au sens de se résigner. Accueillir au sens de reconnaître sans résistance. Cette pensée est là. Je la vois. Elle ne me définit pas. Je n'ai pas besoin de la chasser pour aller bien. C'est contre-intuitif. Ça demande de la pratique. Mais c'est neurologiquement cohérent. Et c'est ce qui fonctionne. La deuxième erreur est liée à la première, mais elle est plus subtile. Et elle est souvent alimentée par tout ce que le développement personnel nous a appris, ou mal appris. Beaucoup de personnes abordent leurs pensées négatives comme un ennemi à vaincre. Elles se disent « je dois être positif ». Donc, cette pensée négative est mauvaise. Donc, je dois l'éliminer. Donc, je vais me battre contre elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ce raisonnement semble solide. Il est en réalité dévastateur. Parce que se battre contre une pensée, c'est lui accorder de l'importance. C'est lui donner de l'énergie. C'est créer autour d'elle un champ de tension qui la maintient vivante et active dans ton espace mental. Imagine une corde tendue entre toi et ta pensée négative. Plus tu tires fort de ton côté, plus tu résistes, plus tu combats, plus la corde se tend, plus la pensée tire en retour. C'est un bras de fer que tu ne peux pas gagner. Parce que plus tu t'engages dans le combat, plus tu confirmes inconsciemment que cette pensée mérite d'être combattue. Et donc qu'elle est dangereuse. Et donc qu'elle est réelle. La solution n'est pas de tirer plus fort, c'est de lâcher la corde. Pas capituler,
pas accepter la pensée comme vraie. Lâcher la corde, ça veut dire cesser d'investir ton énergie dans ce combat, te retourner et continuer à avancer vers ce qui compte pour toi. Même avec la pensée en arrière-plan. Les pensées négatives ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux, parfois utiles, quand ils t'alertent d'un danger réel, d'une situation qui mérite ton attention, d'une limite que tu es en train de franchir. Parfois, parasites, quand ils s'emballent hors de tout contexte réel, nourris par la fatigue, le stress ou des peurs anciennes. Apprendre à distinguer les deux, le signal utile du bruit parasite, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe avec le temps et la pratique, pas avec la force brute. La troisième erreur est peut-être la plus douloureuse, parce qu'elle naît d'un endroit sincère, d'un vrai désir de changer, d'un vrai effort fourni. Et pourtant, elle mène souvent à l'abandon. Voilà comment elle se manifeste. Tu découvres une technique, tu l'appliques, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et tu attends. Tu attends que quelque chose se transforme radicalement, rapidement, définitivement, que les pensées négatives disparaissent, que le calme s'installe pour de bon. Et quand ça ne se produit pas dans les délais que tu espérais, tu conclus que la technique ne fonctionne pas. Ou pire, que toi, tu ne fonctionnes pas. Que ton cas est trop compliqué, que tu es irrécupérable, et tu abandonnes. Mais voilà ce que tu dois comprendre. Certaines pensées négatives récurrentes, celles qui reviennent depuis des années, celles qui touchent à ta valeur personnelle, à ta place dans le monde, à ta capacité à être aimé, ne sont pas de simples pensées. Ce sont les symptômes de croyances profondes, des croyances qui se sont construites sur des mois, des années, parfois des décennies, à travers des expériences douloureuses, des messages reçus dans l'enfance, des schémas relationnels répétés. Ces croyances-là ne se dissolvent pas en 1 semaine, pas plus qu'on ne reconstruit une musculature atrophiée en 3 séances de sport. Et c'est là que réside la confusion fondamentale que la culture de l'instant entretient. On veut du changement rapide, spectaculaire, permanent, mais le changement réel, le changement qui dure, fonctionne autrement. Il est progressif, il est discret. Il se construit dans la répétition quotidienne de petits gestes, de petites prises de conscience, de petits choix différents. Ce n'est pas la force de l'effort qui transforme, c'est la constance de la pratique. Un athlète de haut niveau ne devient pas champion par l'intensité d'une seule séance d'entraînement extraordinaire. Il le devient par des milliers de séances ordinaires, accomplies même les jours sans envie, même quand les progrès ne se voient pas encore. Il en va exactement de même pour ton mental. Alors, voilà ce que je te demande. Pas de te transformer en 1 semaine. Pas de ne plus jamais avoir de pensées négatives. Juste ceci, pratiquer régulièrement, avec patience, avec bienveillance envers toi-même. Remarquer les petits changements. Célébrer les micro-progrès. Et ne pas confondre l'absence de résultats spectaculaires avec l'absence de résultats. 3 erreurs. La suppression qui amplifie. Le combat qui épuise. L'impatience qui décourage. Maintenant que tu les connais, tu peux les éviter. Et avec les techniques que tu as apprises tout à l'heure, tu as tout ce qu'il faut pour avancer différemment. Mais il me reste quelque chose à te dire. Quelque chose que je t'avais promis dès le début. Une vérité sur les pensées négatives que la grande majorité des gens ne connaissent pas. Et qui va peut-être changer ta façon de voir tout ce dont on vient de parler. Je veux que tu t'arrêtes 1 seconde. Pas mentalement, physiquement. Pose ce que tu as dans les mains si tu peux. Respire 1 fois, lentement, et écoute ce que je vais te dire, parce que c'est probablement la chose la plus importante de toute cette vidéo. Depuis le début, on parle de maîtriser les pensées négatives, de les comprendre, de les neutraliser, de ne plus les laisser gouverner ta vie. Et tout ce qu'on a vu ensemble est vrai, utile et réel. Mais il y a une question qu'on n'a pas encore posée, une question fondamentale, celle que presque personne ne pose, parce que la réponse dérange. La voici. Et si l'objectif n'était pas d'avoir moins de pensées négatives? Je vais te parler d'une étude fascinante. Des chercheurs ont passé des années à observer et interviewer des personnes considérées comme psychologiquement stables, résilientes, épanouies. Des leaders en temps de crise, des sportifs de haut niveau, des personnes traversant des épreuves majeures avec une sérénité remarquable, des moines zen pratiquant la méditation depuis des décennies. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Ces personnes n'avaient pas moins de pensées négatives que la moyenne.
Certaines en avaient certes même davantage, précisément parce que leur niveau de conscience et d'introspection était plus développé. Elles percevaient plus, elles ressentaient plus. Elles remarquaient davantage ce qui se passait en elles. La différence n'était pas dans le nombre de pensées négatives. Elle était ailleurs, entièrement ailleurs. Ces personnes avaient appris, progressivement, parfois douloureusement, à ne pas traiter chaque pensée comme une urgence. Elles avaient compris quelque chose que notre culture de la performance et du contrôle nous cache soigneusement. Une pensée, aussi sombre soit-elle, ne peut pas te nuire par elle-même. Ce qui te nuit, c'est l'énergie que tu lui accordes, l'attention que tu lui consacres, le débat intérieur que tu organises autour d'elle, l'émotion que tu construis et amplifies à partir d'elle. Voici une image pour que ce soit concret. Imagine une flamme, une petite flamme, au milieu d'une pièce. Cette flamme, c'est ta pensée négative. Elle est là, elle existe, elle brûle. Maintenant, imagine 2 scénarios. Dans le premier scénario, tu te précipites vers elle, tu t'agites, tu souffles dessus frénétiquement, tu verses de l'eau, tu cries, tu paniques, tu appelles du renfort, tu organises toute ta vie autour de l'extinction de cette flamme. Que se passe-t-il? Dans ton agitation, tu renverses des choses, tu crées des courants d'air, tu répands accidentellement du carburant. La flamme grossit. Dans le second scénario, tu vois la flamme, tu la reconnais, tu notes mentalement qu'elle est là. Et tu continues ce que tu étais en train de faire, sans l'ignorer, mais sans t'y précipiter non plus, sans lui accorder toute ton énergie, tout ton espace, toute ton attention. Que se passe-t-il? La flamme brûle un moment. Et puis, faute de carburant, elle diminue, doucement, naturellement, sans combat. Une pensée sans carburant s'éteint. Une pensée à laquelle tu résistes, que tu combats, que tu nourris de ton attention et de ton énergie, devient un incendie. Et maintenant, voilà la vérité que j'avais promise. La maîtrise des pensées négatives, la vraie, la profonde, celle qui dure, ce n'est pas apprendre à en avoir moins. Ce n'est pas devenir quelqu'un qui ne doute jamais, qui ne craint jamais, qui ne souffre jamais. C'est apprendre à leur accorder moins de pouvoir. C'est une distinction qui change tout. Parce que vouloir supprimer tes pensées négatives, c'est te battre contre ta propre biologie. C'est une guerre que tu ne gagneras jamais complètement. Et une guerre qui t'épuise, jour après jour, sans que tu t'en rendes compte. Mais décider de ne plus leur accorder le même pouvoir, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Dès maintenant, sans attendre d'être guéri, sans attendre d'être parfait, sans attendre que les pensées disparaissent. Les personnes les plus libres mentalement que tu croiseras dans ta vie ne sont pas celles qui n'ont pas de pensées négatives. Ce sont celles qui ont appris à les regarder passer, comme on regarde passer des nuages dans le ciel, sans s'y accrocher, sans les nier, sans leur demander la permission de continuer à vivre. Parce que tu n'as pas besoin que tes pensées soient positives pour agir positivement. Tu n'as pas besoin de te sentir confiant pour faire des choses courageuses. Tu n'as pas besoin que le doute disparaisse pour avancer malgré lui. La pensée et l'action sont 2 choses séparées. Ton cerveau peut te dire que tu n'es pas capable. Et tu peux choisir d'agir quand même. Ton cerveau peut te dire que tu vas échouer. Et tu peux choisir d'essayer quand même. La pensée n'a pas de pouvoir sur tes jambes, sur tes mains, sur tes choix, à moins que tu lui en accordes un. Voilà le vrai changement de paradigme. Pas « qu'est-ce que je fais pour ne plus avoir ces pensées ?» mais « comment est-ce que je fais pour que ces pensées aient moins de prise sur ce que je vis et sur ce que je fais ?» Ce glissement, aussi subtil qu'il paraisse, est la différence entre quelqu'un qui lutte toute sa vie contre son propre mental et quelqu'un qui apprend, progressivement, à vivre avec lui, à travailler avec lui, à en faire un outil plutôt qu'un tyran. Et cette liberté-là, cette liberté de ne plus dépendre de l'état de tes pensées pour avancer dans ta vie, c'est précisément ce que les 3 techniques que tu as apprises tout à l'heure commencent par à construire. Pas en supprimant les pensées, en modifiant ta relation à elles. Tu arrives maintenant à la fin de cette vidéo. Et je veux que tu repartes avec quelque chose de concret. Pas juste une idée intéressante à ruminer, une action, une seule, simple, immédiate. On arrive au terme de ce voyage ensemble. Et avant de te laisser,
je veux faire quelque chose d'important. Pas juste te résumer ce qu'on a vu, mais t'aider à transformer ce que tu as entendu en quelque chose de vivant, de concret, de tien, parce que la connaissance seule ne change rien. Ce qui change quelque chose, c'est ce que tu fais avec elle. Et c'est exactement là que la plupart des vidéos s'arrêtent, juste avant la partie la plus importante, pas celle-ci. Tu as compris, premièrement, pourquoi ton cerveau génère naturellement plus de pensées négatives que positives. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse, c'est le biais de négativité, un mécanisme de survie hérité de 200 000 ans d'évolution, parfaitement adapté à la savane africaine, beaucoup moins adapté à ta vie quotidienne d'aujourd'hui. Comprendre ça, c'est déjà cesser de te battre contre toi-même. Tu as découvert, deuxièmement, 3 outils concrets pour reprendre le contrôle. La diffusion cognitive, pour créer une distance entre toi et tes pensées, et cesser de te confondre avec elles. L'ancrage sensoriel, pour interrompre le cycle de rumination en réengageant ton corps et tes sens dans le moment présent. Et le journal de questionnement, pour examiner tes pensées négatives récurrentes à la lumière, les soumettre à des questions précises et révéler leur manque de fondement réel. Tu connais, troisièmement, les 3 erreurs qui sabotent la plupart des efforts. La suppression, qui amplifie ce qu'elle cherche à effacer. Le combat, qui épuise sans jamais gagner. Et l'impatience, qui confond l'absence de résultats spectaculaires avec l'absence de progrès. Et tu as reçu, quatrièmement, la vérité la plus importante de cette vidéo, celle qui change tout. L'objectif n'est pas d'avoir moins de pensées négatives, c'est de leur accorder moins de pouvoir. Parce que la liberté mentale ne vient pas de l'absence de doute, elle vient de la capacité à avancer malgré lui. Maintenant, voilà ce que je te demande, une seule chose. Pas 10, pas 5, une. À partir d'aujourd'hui, pendant les 7 prochains jours, chaque fois qu'une pensée négative forte se présente à toi, une pensée qui te blesse, qui te paralyse, qui te diminue, je te demande de faire ceci. Avant toute réaction, avant de te battre contre elle, de la fuir, de la nourrir, juste avant, dis mentalement cette phrase. C'est intéressant, mon cerveau me propose ça en ce moment. C'est tout. Pas de jugement, pas de combat, pas d'analyse immédiate, juste cette phrase, cette distance, cette curiosité bienveillante envers toi-même. Pourquoi cette phrase précisément ? Parce qu'elle fait 3 choses en une seule seconde. Elle te place en position d'observateur. Tu n'es plus dans la pensée, tu la regardes. Elle neutralise le jugement. Tu ne te dis pas que tu as tort d'avoir cette pensée, ni qu'elle a raison. Et elle active une légère curiosité. Et la curiosité est incompatible avec la panique. Une phrase, 7 jours. Et observe ce qui change. Pas de manière spectaculaire, mais subtilement, progressivement, dans ta façon de te parler à toi-même. Je veux te dire quelque chose de sincère avant de terminer. Ce sujet, la relation que tu entretiens avec ton propre mental, c'est l'un des plus importants de ta vie. Pas parce que c'est fascinant intellectuellement, parce que c'est concret, quotidien et profondément humain. Chaque journée que tu passes en guerre contre tes propres pensées est une journée d'énergie gaspillée. Une journée où tu pourrais avancer, créer, aimer, construire, mais où tu te bats plutôt contre toi-même, dans le silence de ta propre tête. Tu mérites mieux que ça, et tu es capable de mieux que ça. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas une solution miracle, c'est un point de départ, une première pierre. Et comme toute première pierre, sa valeur ne réside pas dans ce qu'elle est, mais dans ce que tu vas construire dessus. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une idée nouvelle, un outil utile, un regard différent sur toi-même, alors, je te demande de faire 2 choses simples. La première, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce que tu travailles ici, ça ne se fait pas en une vidéo. Ça se construit dans la durée, avec de la régularité, avec du soutien. Et c'était exactement ce que je m'engage à t'apporter, semaine après semaine. La deuxième, partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui en a besoin en ce moment. Tu sais de qui il s'agit, cette personne qui lutte en silence, qui sourit en public, mais que tu sais épuiser en dedans. Un message, juste un. Ça peut changer quelque chose pour elle. Prends soin de toi.
Prends soin de ton mental. Et souviens-toi de ça, chaque fois que le doute revient. Tu n'as pas besoin que tes pensées soient calmes pour vivre une vie qui a du sens. Tu as juste besoin de décider que ce sont tes actes et non tes pensées qui définissent pour qui tu es. À très vite.